Bonsoir Michel Vinocq. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, un historien prolifique. Vous avez écrit une quarantaine de livres. Vous avez été professeur des universités, professeur aussi à Sciences Po. Vous êtes, on peut le dire, un grand spécialiste de l'histoire de France, des institutions, des idéologies françaises, de la droite, de la gauche. Vous avez aussi écrit plusieurs biographies, dont celle de Clémenceau et de Flaubert notamment. Et puis en 2015, vous avez publié ce livre de référence sur l'ancien président français, François Mitterrand, tout simplement, aux éditions Gallimard. Et vous avez aussi dirigé plus récemment un hors-série de la revue Histoire, consacrée aussi à François Mitterrand. Alors j'imagine que pour écrire un livre comme cette biographie de près de 400 pages, il faut sans doute aimer le personnage politique et l'homme aussi. Et pourtant, on peut dire que vous êtes quelque part un déçu de François Mitterrand. Bon, si je dois parler de moi, je dirais que je n'ai jamais... Vous, en tant qu'historien. Oui, mais en tant qu'historien, j'essaye de dire les choses le plus impartialement possible, si vous voulez. Personnellement, comme citoyen, je n'ai jamais été un fanatique de François Mitterrand parce que je suis d'une génération, la génération de la guerre d'Algérie, qui n'a pas apprécié son rôle au cours de la guerre d'Algérie lorsqu'il était notamment ministre de la Justice dans le gouvernement Guy Mollet. Donc je ne peux pas dire que j'ai été déçu, puisque au départ, je ne faisais pas de François Mitterrand mon idole. Oui, c'était un ministre qui appliquait à la lettre la politique de colonisation. Il Absolument, n'avait pas d'état d'âme. Il n'était pas anticolonialiste, il était favorable aux colonies. Bien entendu, il était quand même libéral et favorable à des réformes. Et c'est pourquoi, du reste, il a été classé à gauche. Car au départ, c'est un homme de droite. Oui, son terreau familial... Alors, sa jeunesse, ses années d'étudiant, et même quand il commence sa carrière politique après la guerre, en 1946, il est élu pour la première fois député sur un programme qui est carrément conservateur, qui est un programme de droite. Et il va évoluer progressivement vers la gauche, et notamment sur le terrain de l'outre-mer, parce que, encore une fois, non pas qu'il soit favorable à l'indépendance des colonies, mais parce qu'il veut des réformes. Et du même coup, il devient l'objet de la critique très, très, très forte et parfois vicieuse, puisqu'on a organisé contre lui un complot qu'on appelle l'affaire des fuites, parce que le lobby colonial estime que c'est un homme dangereux. Oui. Alors vous l'avez qualifié dans votre livre de prince de l'ambiguïté. Mitterrand, c'est un homme double, triple, quadruple. C'est un homme aux nombreuses facettes. C'est un homme complexe et c'est un homme secret, surtout. On s'imagine, quand on le côtoie, qu'on comprend, mais en fait, c'est un homme qui prend des décisions seul. Il écoute. Quand on lui a fait une démonstration, celui qui a fait cette démonstration croit qu'il l'a convaincu, mais en fait, on ne le sait jamais, parce qu'il réserve son jugement. Donc, il sait aussi diviser son entourage, diviser ses conseillers. Voilà pourquoi il est complexe, machiavélique un peu quand il le faut, et il peut être féroce. Il a eu un sens de la causticité du débat. C'est dans l'exercice du pouvoir, mais je voudrais revenir un peu à son passé pendant la guerre, parce que c'est quand même une tâche, on peut dire, sur son parcours. C'est qu'il était à la fois résistant, il avait le nom je crois, de Morland dans la Résistance, mais quelques années avant, il était vichiste, il était décoré de la Francie, c'est-à-dire la plus grosse récompense, la médaille du régime de Vichy. Absolument. Alors, disons tout de suite qu'il n'a pas été le seul. Même les historiens de la période ont forgé une expression vichisto-résistant. Ça paraît aberrant, parce que, donc évidemment... d'abord pro-Vichy, et puis résistant. Voilà. Alors, tout dépend François Mitterrand, lorsqu'il s'est évadé de son stalag d'Allemagne, il a rallié Vichy, n'est-ce pas ? Il a travaillé à Vichy. Et il était en accord, très largement, on le sait par ses écrits de l'époque, il était en accord, oui, avec largement les idées du maréchal Pétain. Et cependant, à partir de 1942, surtout à partir de 1943, il devient un résistant, mais véritablement un résistant. Autant il a été un vrai vichiste, autant il devient un vrai résistant, en prenant des risques. Il est clandestin, sous un pseudonyme, par conséquent. Il est poursuivi par la Gestapo. Il ira à Londres, il ira à Alger, il reviendra en France. Bref, il a une activité de résistant indiscutable.
Alors, on passe quelques années. Dans les années 70, il parvient à réunifier la gauche française, qui était en très mauvais état. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que, quand il est élu en 81, c'est réellement un homme de gauche, un président de gauche? Oui, on ne peut pas dire le contraire. D'abord parce qu'il a une stratégie, vous venez de le dire, qui est une stratégie d'union qui paraît évidente, mais qui ne l'est pas du tout à l'époque. Parce que l'union, ça voulait dire l'alliance surtout entre un parti socialiste et un puissant parti communiste. Et nous étions encore dans la guerre froide. Ouais. Or, les socialistes et les communistes étaient des frères ennemis, qui n'étaient pas alliés depuis 1947, qui étaient complètement séparés. Or, lui, après 58, c'est-à-dire après l'arrivée, le retour du général de Gaulle au pouvoir, il conçoit le retour de la gauche au pouvoir par cette alliance, par cette union. Ça n'a pas été facile, et jusqu'au bout, il a voulu y arriver, il y est arrivé. Alors, il a réussi à réunifier la gauche, mais il n'a pas réussi à la réformer. Oui, alors on peut le lui reprocher, certainement. Lorsqu'il a pris le pouvoir en 1981, par conséquent, il a appliqué un certain programme socialiste à travers les nationalisations. Il a pris un certain nombre de décisions dans ce domaine, mais qui n'ont pas été probantes. Et on parle toujours du tournant de 1983, lorsque la France redevient, par conséquent, un pays, comme je dirais, ses voisins. Alors, à ce moment-là, il y a dans le Parti socialiste beaucoup d'esprits qui voudraient réformer les principes mêmes du Parti socialiste. Or, François Mitterrand ne s'y est pas intéressé. Il ne s'est pas intéressé. Il a un peu abandonné, n'est-ce pas, le programme, alors complètement le programme d'Épinay, etc. C'était le programme de 71, oui. Il a, je dirais, changé de véritable dessin avec la construction européenne. Alors, oui, justement, ça va être un des grands succès de sa double présidence. Mais avant de parler un peu de l'état de la gauche aujourd'hui, quel est l'état de cette gauche qui nous a laissé 20 ans plus tard, je vous propose d'abord de regarder une sorte de portrait croisé de ces deux présidents, François Hollande, l'actuel, et François Mitterrand, un portrait réalisé par Patricia Issard de France 3. Moi, j'achève ma vie politique. Je ne suis pas venu ici pour la recommencer. C'était le 17 mai 1995. Devant ses camarades socialistes, François Mitterrand tire sa révérence. Dans la foule, un homme, François Hollande. Il sera le deuxième président de gauche de la Ve République. Les deux hommes n'étaient pas vraiment proches, mais ils avaient un même rêve, changer la vie en s'attaquant au pouvoir de l'argent. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, politique ça va de soi, c'est secondaire, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Mais une fois élus, rattrapés par la réalité économique, l'un et l'autre feront rapidement le choix du virage social-libéral. Déjà en 2012, alors candidat, François Hollande tente de mettre ses pas dans ceux de François Mitterrand. Le rôle qui est le mien, c'est de donner vie aux idées qui ont pu être portées à un moment par François Mitterrand. Au-delà de la politique, les deux hommes ont d'autres points communs, le goût du secret et cette volonté de garder la main sur les décisions majeures. Alors le goût du secret, vous en avez parlé pour François Mitterrand. On peut considérer, Michel Vinocq, que François Hollande aujourd'hui, quelque part, l'héritier de François Mitterrand? Vous savez, on vient d'entendre là quelque chose qui est une constante dans l'histoire du Parti socialiste, une contradiction, une opposition entre l'idéal anticapitaliste, et une fois qu'on arrive au pouvoir, je dirais, le réalisme, le pragmatisme. Tous les deux s'y sont heurtés. Oui, voilà, ils s'adaptent à une situation, aux contraintes, etc. Alors, cela provoque, évidemment, c'est pas sans effet, parce que cela provoque beaucoup de déceptions, souvent, chez les militants ou chez les électeurs, qui ne comprennent pas. Il y a eu des promesses, comme on dit, et puis elles ne sont pas réalisées. Mais depuis la naissance, n'est-ce pas, du Parti socialiste, je dirais,
1905, ça remonte à 1905, il y a là ces grandes proclamations collectivistes, anticapitalistes, etc. Et à partir du moment où l'on est au pouvoir, on exerce le pouvoir, comme disait Léon Blum, l'exercice du pouvoir, et là, eh bien, on fait ce qu'on peut, plus ou moins bien, évidemment. Qu'est-ce que l'histoire retiendra de François Mitterrand? Vous avez parlé de l'Europe, de l'amitié franco-allemande, c'est sûrement un point positif dans les relations internationales. Je crois que c'est d'abord sa victoire par elle-même, parce que ce qu'on appelle l'alternance. Nous étions dans un régime politique bâti en 58, et pendant 23 ans, c'est la même majorité qui gouverne. Donc il y a là une anomalie. Avec une constitution de la Ve République que François Mitterrand avait dénoncé, le coup d'État permanent. Alors là, il y a un paradoxe, si vous voulez. C'est qu'en 64, il écrit le coup d'État permanent, qui est un pamphlet contre les institutions de la Ve République. Et finalement, il garde ces institutions, il n'y touche pas. Au fond, il pense que la Constitution est mauvaise, sauf pour lui. Ouais. Et il devient le plus monarque de la Ve République, d'une certaine manière. Enfin, certainement, oui. Ouais. Il a gouverné en monarque républicain, mais enfin, avec ce sens de la grandeur monarchique, n'est-ce pas, qui étonnait tout le monde. Un mot aussi sur, probablement aussi un point positif de la carrière de François Mitterrand, c'est son attachement à la culture. Ce qu'il a fait pour la culture en France est indéniable. Indiscutablement. Oui. Alors, bon, il y a les grands travaux à Paris et en province, il y a l'œuvre de son ministre de la Culture, Jack Lang, qui est indiscutable. Et il y a surtout chez lui cette culture même qu'il possède, qui impressionne tout le monde, qui fascine tout le monde, et qui crée, je dirais, une sorte de climat culturel, littéraire, qu'on a bien oublié depuis. Merci Michel Vinocq. Je rappelle le titre de votre livre, c'est très simple, François Mitterrand aux éditions Gallimard. Et puis je signale aussi pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, notre mini-site sur le site de TV5 Monde, tv5monde.com/Mitterrand, consacré justement aux grands travaux architecturaux qui ont été initiés par le président Mitterrand, comme la pyramide du Louvre, la Grande Bibliothèque, l'Opéra Bastille ou encore l'Institut du monde arabe. Merci beaucoup encore Michel Vinocq d'être venu parler de François Mitterrand sur notre plateau à l'occasion du 20e anniversaire de sa mort. Merci. Bonsoir.